La neige tombait doucement sur Lyon ce 24 décembre, créant un tableau parfait pour Noël. Claire Moreau ajustait nerveusement sa veste en regardant la grande maison bourgeoise de sa mère. 2 années s'étaient écoulées depuis son divorce, 2 années de regards accusateurs et de silence pesant. « Maman, tu es sûre que ça va aller ?» demanda Emma, sa fille de 14 ans, en serrant sa main gantée. Claire sourit faiblement. Depuis que Pierre, son ex-mari, avait disparu avec 450 000 € détournés de l'entreprise familiale, elle sentait le poids du mépris familial sur ses épaules. Mais c'était Noël, et elle espérait encore retrouver un peu de chaleur familiale. Françoise Moreau ouvrit la porte avec son sourire de façade habituel. À 68 ans, l'ancienne directrice d'école imposait toujours le respect par sa prestance naturelle. « Claire, Emma, vous voilà enfin », dit-elle d'un ton neutre qui masquait mal sa froideur. Le salon luxueux résonnait des rires des autres membres de la famille. Thomas, 16 ans, jouait aux jeux vidéo. Sarah, 15 ans, admirait ses nouveaux bijoux. Les jumeaux Lucas et Maxime, 12 ans, comptaient leurs billets avec excitation. L'oncle Paul et la tante Sylvie discutaient près de la cheminée, leur verre de champagne à la main. Emma observait la scène avec attention. Elle avait toujours été une enfant observatrice, capable de percevoir les non-dits des adultes. Ce soir-là, quelque chose dans l'atmosphère la mettait mal à l'aise. Françoise frappa dans ses mains pour attirer l'attention générale. « Mes chers enfants, c'est l'heure de la distribution traditionnelle. » Elle se dirigea vers le sapin imposant, chargé de cadeaux luxueux. Un par un, elle appela ses petits-enfants. Thomas reçut le dernier iPad avec un large sourire. Sarah découvrit des boucles d'oreilles en or qui la firent pousser des cris de joie. Les jumeaux se partagèrent des enveloppes contenant chacune 300 €. Emma attendait son tour, debout près de sa mère. Le silence se faisait de plus en plus lourd. Tous les cadeaux avaient été distribués. Il ne restait plus rien sous le sapin. L'adolescente sentit son cœur se serrer, mais garda la tête haute. Elle avait appris à encaisser les déceptions sans pleurer. Pourtant, l'injustice de la situation lui brûlait la poitrine. « Grand-maman » chuchota-t-elle d'une voix calme mais audible, « pourquoi n'ai-je reçu aucun cadeau ?» Le salon tomba dans un silence de mort. Tous les regards se tournèrent vers Françoise, puis vers Emma. Sarah baissa les yeux, gênée. Thomas arrêta son jeu vidéo. L'oncle Paul toussota nerveusement. Françoise redressa le menton avec une expression glaciale. « Nous avons voté en famille », déclara-t-elle d'une voix tranchante. « Tant que ton père ne rembourse pas les 450 000 € qu'il a volés, toi et ta mère, vous n'êtes plus des nôtres. Demande à ton père où est notre argent. » Les mots claquèrent comme des gifles. Claire pâlit, humiliée publiquement devant toute sa famille. Emma encaissa le choc, mais quelque chose s'alluma dans ses yeux noirs. L'adolescente redressa lentement la tête, puisant dans une force qu'elle ne se connaissait pas. Sa voix, claire et posée, brisa le silence oppressant. « Alors moi aussi, je vote grand-maman. Je vote pour que vous ne soyez plus ma grand-mère. Si votre amour coûte 450 000 €, c'est que ce n'est pas de l'amour. C'est du commerce. Et moi, je ne suis pas à vendre. » La phrase tomba comme une bombe dans le salon feutré. Françoise ouvrit la bouche, puis la referma, abasourdie. Personne n'avait jamais osé lui tenir tête de cette manière, encore moins une enfant. Emma n'avait pas terminé. Son regard balaya l'assemblée médusée avant de revenir se planter dans celui de sa grand-mère. « Vous punissez une enfant pour les erreurs d'un adulte que je ne vois même plus. C'est ça, votre justice ?» Le silence qui suivit était si profond qu'on entendait la neige tomber contre les fenêtres. Emma avait réussi l'impossible, faire taire une famille entière avec la simple force de la vérité. Que se passerait-il maintenant? Personne n'osait imaginer les conséquences de ce moment historique. Le silence qui suivit les paroles d'Emma sembla durer une éternité. Dans le salon cossu, seul le tic-tac de l'horloge ancienne marquait le temps qui s'égrenait. Françoise, habituée à régner par l'autorité et l'intimidation, se retrouvait face à une adolescente qui venait de retourner sa propre logique contre elle. Emma sentait son cœur battre à tout rompre, mais elle ne baissa pas les yeux. Quelque chose de puissant venait de naître en elle, une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. La force de celui qui dit enfin la vérité.
Sarah fut la première à réagir. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. À 15 ans, elle comprenait parfaitement l'injustice de la situation. Les jumeaux, Lucas et Maxime, regardaient alternativement leur grand-mère et leur cousine, leurs billets de banque soudain moins importants dans leurs mains. « Pourquoi Emma n'a rien eu, grand-maman » demanda Lucas d'une petite voix troublée. Françoise ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Pour la première fois de sa vie, la femme qui avait dirigé une école pendant 30 ans se retrouvait sans voix face à un enfant. Thomas, 16 ans, posa lentement sa console de jeu. Il observait sa grand-mère avec un regard nouveau, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. L'oncle Paul se racla la gorge, mal à l'aise. « Maman, elle n'a que 14 ans. »« Tais-toi » siffla Françoise, retrouvant soudain sa voix. Cet enfant vient de manquer gravement de respect à sa grand-mère. Emma fit un pas en avant, sa voix claire résonnant dans le salon. « Le respect, ça se mérite. Vous m'avez humilié devant toute la famille. Vous m'avez fait comprendre que je ne valais rien à vos yeux. Et vous voulez que je vous respecte ?» Claire, qui était restée figée par la surprise, sentit une fierté immense l'envahir. Sa fille, cette adolescente courageuse, venait de trouver les mots qu'elle-même n'avait jamais osé prononcer. « Emma a raison, » dit-elle enfin d'une voix tremblante mais ferme. « Je ne permettrai plus qu'on humilie ma fille. » Françoise se tourna vers sa fille avec un regard de mépris. « Ah, voilà bien la mère. Tu as élevé une enfant insolente qui ose tenir tête à ses aînés. » « Non, » répliqua Emma avec une maturité saisissante. « Maman m'a élevée pour connaître ma valeur. Et ma valeur ne dépend pas de votre approbation ou de votre argent. » La tension dans la pièce était palpable. Tante Sylvie détournait le regard, gênée. L'oncle Paul fixait ses chaussures. Même les adultes semblaient diminuer face à cette adolescente qui assumait ses convictions. Emma regarda une dernière fois sa grand-mère, puis l'assemblée silencieuse. « Vous savez ce qui me fait le plus de peine ? Ce n'est pas de ne pas avoir eu de cadeau. C'est de découvrir que l'amour de ma famille avait un prix. 450 000 €, c'est ça ? » Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots faire leur effet. « J'espère que vos cadeaux vous apporteront autant de bonheur que votre méchanceté vous apporte de tristesse. » Claire prit la main de sa fille. Ensemble, elles se dirigèrent vers la sortie. Emma se retourna une dernière fois, et ajouta avec une sagesse qui dépassait son âge. « Joyeux Noël quand même. » La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd. Dans le salon, le silence était assourdissant. Sarah sanglotait maintenant ouvertement. Thomas fixait le plafond, visiblement bouleversé. Les jumeaux serraient machinalement leurs billets, comme si cet argent venait soudain de perdre toute sa valeur. Françoise resta debout au milieu du salon, seule avec sa colère et sa fierté blessée. Mais au fond d'elle-même, une petite voix commençait à murmurer des questions qu'elle n'était pas encore prête à entendre. Dehors, dans la nuit étoilée, Emma et Claire marchaient vers leur voiture. L'adolescente tremblait, mais pas de froid. Elle venait de franchir un cap dont elle ne mesurerait les conséquences que plus tard. « Maman » chuchota-t-elle, « j'ai bien fait ?» Claire serra sa fille contre elle. « Tu as été parfaite, ma chérie. » Parfaite. Mais toutes les deux savaient que ce n'était que le début. Cette soirée de Noël venait de déclencher quelque chose d'irréversible. Les mots d'Emma allaient résonner bien au-delà de ce salon bourgeois. La guerre était déclarée. Et cette fois, c'était une enfant qui avait tiré la première salve. Le lendemain matin, Claire se réveilla avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas ce poids familier sur la poitrine, cette angoisse de décevoir sa famille. Emma dormait encore dans sa chambre, épuisée par les émotions de la veille. L'appartement était silencieux. Pas de téléphone qui sonnait avec des reproches, pas de messages culpabilisants. Juste le calme d'une liberté nouvelle et effrayante. Vers midi, Emma émergea de sa chambre, les cheveux ébouriffés et les yeux encore gonflés. Elle s'installa à la table de la cuisine sans un mot, fixant son bol de céréales comme s'il contenait les réponses à toutes ses questions. « Ça va, ma chérie ?» demanda doucement Claire. Emma leva les yeux vers sa mère. Malgré sa bravoure de la veille, elle restait une adolescente de 14 ans qui venait de perdre sa grand-mère. « Maman ?»
J'aimais vraiment grand-maman avant. Pourquoi elle est devenue si méchante? Claire s'assit en face de sa fille. Il était temps de dire toute la vérité. Emma, il faut que tu comprennes quelque chose sur notre famille. Ton père Pierre n'a pas seulement détourné de l'argent. Il nous a tous trahis. Et au lieu d'accepter qu'il s'était trompé sur lui, ils ont préféré nous blâmer, nous. L'adolescente absorba cette information en silence. Elle était assez mûre pour comprendre les mécanismes psychologiques à l'œuvre. Ils nous utilisent comme boucs émissaires, conclut-elle avec une lucidité surprenante. Exactement. Et hier soir, tu as refusé de jouer ce rôle. Emma repoussa son bol et regarda sa mère avec intensité. Maman, pourquoi tu ne m'as jamais défendu avant? Pourquoi tu acceptais qu'il nous traite mal? La question frappa Claire comme une gifle. Sa fille avait le don de poser les questions les plus difficiles avec une simplicité désarmante. Parce que j'avais peur, avoua-t-elle dans un souffle. Peur d'être rejetée, peur de me retrouver seule, peur de ne pas être assez forte pour nous deux. Emma tendit la main vers sa mère par-dessus la table. Mais on est forte, maman. Hier, j'ai compris qu'on était plus forte qu'eux. Claire sentit les larmes monter. Sa fille de 14 ans venait de lui donner une leçon de courage qui allait changer sa vie. L'après-midi, elles décidèrent de faire quelque chose qu'elles n'avaient jamais fait, passer un Noël rien qu'à elles deux, sans faste, sans pression, sans jugement. Elles achetèrent un petit sapin, quelques décorations simples et préparèrent ensemble un dîner modeste. En décorant l'arbre, Emma posa une question qui surprit sa mère. « Maman, c'est quoi une vraie famille pour toi ?» Claire réfléchit un moment, une boule de Noël dorée dans la main. Une vraie famille, c'est des gens qui t'aiment sans condition. Qui sont fiers de toi quand tu réussis, qui te soutiennent quand tu échoues, et qui ne te demandent jamais de renier qui tu es. Alors nous deux, on est une vraie famille, déclara Emma avec un sourire. Cette soirée-là, dans leur petit appartement aux décorations modestes, elles vécurent le plus beau Noël de leur vie. Pas de cadeaux coûteux, pas de reproches déguisés, pas de chantage affectif. Juste l'amour pur entre une mère et sa fille. Emma sortit son journal intime, celui qu'elle tenait depuis ses 12 ans. Elle écrivit, 25 décembre. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on peut divorcer de sa famille toxique, comme maman a divorcé de papa. On peut choisir qui on laisse nous aimer. Et c'est la plus belle liberté du monde. Mais cette paix nouvelle ne durerait pas longtemps. Car dans la grande maison bourgeoise de l'autre côté de la ville, Françoise Moreau ruminait sa défaite. Et une femme habituée à dominer ne renonce jamais facilement à son pouvoir. Le téléphone de Claire sonna vers 22 heures. Un numéro inconnu. Elle décrocha prudemment. Allô? Claire? C'est Paul. La voix de son frère était tendue, presque chuchotée. Écoute, je voulais te dire, ce qu'Emma a fait hier, elle a remué beaucoup de choses ici. Sarah n'arrête pas de pleurer. Les jumeaux posent des questions embarrassantes. Et maman? Maman est dans une colère noire. Claire sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que ça veut dire, Paul? Ça veut dire que ce n'est pas fini. Maman prépare quelque chose. Fais attention à vous. La ligne se coupa. Claire regarda Emma qui lisait tranquillement sur le canapé, inconsciente de la tempête qui se préparait. La guerre ne faisait que commencer. 3 mois s'étaient écoulés depuis le Noël mémorable. Emma avait repris ses cours au lycée avec une confiance nouvelle, mais elle ne s'attendait pas à recevoir un message privé sur Instagram qui allait tout changer. « Salut Emma, c'est Sarah. Il faut qu'on se parle. Tu peux me retrouver au café près de ton lycée après les cours ?» L'adolescente fixa son écran, surprise. Depuis la rupture familiale, aucun membre de la famille n'avait tenté de la contacter. Elle hésita, puis répondit simplement, « D'accord. » 16h30. Le café était bondé d'étudiants quand Emma arriva. Elle repéra facilement Sarah, assise dans un coin, visiblement nerveuse. Sa cousine avait maigri et des cernes sombres marquaient ses yeux. « Merci d'être venue », murmura Sarah en évitant son regard. Emma s'installa en face d'elle, gardant une distance prudente. Elle avait appris à se méfier des pièges familiaux. « Qu'est-ce que tu veux, Sarah ? Te dire que tu avais raison. » La phrase sortit d'un trait,
comme si Sarah l'avait répété 100 fois. Ce que tu as dit à Noël, ça m'a ouvert les yeux. Emma étudia le visage de sa cousine. Elle y lisait une sincérité douloureuse. Sarah prit une inspiration tremblante avant de continuer. Depuis cette soirée, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrête pas de repenser à ton visage quand grand-maman t'a humilié. Et je me rends compte que nous tous, on a laissé faire. L'adolescente sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Elle n'avait pas réalisé à quel point cette solidarité lui avait manqué. Mais ce n'est pas tout, continua Sarah d'une voix plus basse. Grand-maman, elle fait pareil avec nous. Différemment, mais elle fait pareil. Emma fronça les sourcils. Comment ça? Elle nous achète, Emma. Tous autant qu'on est. Thomas doit avoir de bonnes notes sinon elle retire sa promesse de lui payer ses études. Moi, je dois porter les vêtements qu'elle choisit et fréquenter les gens qu'elle approuve. Les jumeaux doivent jouer au tennis et au piano, même s'ils détestent ça. Sarah s'arrêta, les larmes aux yeux. On est tous ces marionnettes. Et toi, tu as eu le courage de couper les ficelles. Emma resta silencieuse un moment, digérant ces révélations. Elle comprenait maintenant pourquoi la scène de Noël avait eu un tel impact sur sa famille. Et vos parents? Ils disent quoi? Papa commence à poser des questions. Il a parlé avec ta mère au téléphone la semaine dernière. Maman fait semblant que tout va bien, mais je la vois pleurer parfois. Sarah sortit son téléphone et montra plusieurs messages à Emma. Regarde. Thomas m'a écrit hier, respect pour Emma. Elle a eu les couilles qu'on n'a jamais eues. Les jumeaux me demandent sans arrêt pourquoi tu n'étais pas avec nous à Noël. Emma sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle n'était plus seule. Sa bravoure avait libéré d'autres voix, réveillé d'autres consciences. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas. J'ai peur. Peur de lui tenir tête comme tu l'as fait. Peur de perdre ma famille. Mais j'ai encore plus peur de devenir comme elle. » Emma tendit la main vers sa cousine. « Sarah, écoute-moi bien. Une famille qui te fait peur, ce n'est pas une famille. C'est une prison. » Les deux adolescentes restèrent un moment en silence, leurs mains entrelacées par-dessus la table. « Il y a autre chose, » reprit Sarah d'une voix hésitante. « Grand-maman prépare quelque chose contre toi et tante Claire. Elle a rencontré un avocat la semaine dernière. Elle dit qu'elle va remettre les choses en ordre. » Emma sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. L'avertissement de l'oncle Paul prenait tout son sens. « Tu sais ce qu'elle prépare exactement ? » Non, mais papa a entendu des bribes de conversation. Il a parlé de négligence parentale et de environnement instable. Le sang d'Emma ne fit qu'un tour. Françoise s'attaquait maintenant à sa mère. « Sarah, il faut que tu m'aides. Si elle essaie de nous séparer, maman et moi, je ferai ce que je peux. Mais sois prudente, Emma. Grand-maman n'a pas dit son dernier mot. Et quand elle contre-attaque, elle ne fait pas de prisonniers. » En rentrant chez elle ce soir-là, Emma trouva sa mère en pleine conversation téléphonique. Claire raccrochait justement, le visage soucieux. « C'était qui, maman ? » « L'école. Quelqu'un a appelé pour s'inquiéter de ton bien-être à la maison. » Emma sentit son cœur s'emballer. Ça commençait. « Maman, il faut qu'on parle. Sarah m'a dit que grand-maman. » Mais Claire l'interrompit d'un geste. « Je sais, ma chérie. Ton oncle Paul m'a prévenu. Françoise a déclaré la guerre. Mais cette fois, on est prête. » Emma regarda sa mère avec admiration. La femme effacée d'avant Noël avait disparu. À sa place se tenait une guerrière prête à protéger sa fille. La bataille pour leur liberté ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, elle n'était plus seule face à Françoise Moreau. L'attaque de Françoise commença de manière sournoise, comme elle savait si bien le faire. Claire découvrit l'ampleur de la manipulation un mardi matin, quand Madame Durand, la conseillère d'éducation d'Emma, l'appela pour un entretien urgent. « Madame Moreau, nous avons reçu un appel inquiétant concernant votre fille. » Claire sentit son sang se glacer. Elle s'était attendue à cette attaque, mais pas si tôt. « Quel genre d'appel ?
Une dame se présentant comme la grand-mère d'Emma s'inquiète de son comportement récent. Elle parle de troubles du sommeil, d'agressivité envers les adultes, de problèmes familiaux qui affecteraient sa scolarité. Claire ferma les yeux. Françoise utilisait le système éducatif pour l'atteindre. Madame Durand, cette dame est effectivement la grand-mère d'Emma, mais nous traversons un conflit familial. Ma fille va très bien. Certes, mais nous devons prendre toute signalisation au sérieux. Pouvez-vous venir avec Emma demain? Le soir même, Claire expliqua la situation à sa fille. Emma l'écouta sans surprise, presque résignée. Je m'y attendais, maman. Grand-maman ne supporte pas d'avoir perdu le contrôle. Emma, demain, ils vont te poser des questions. Dis simplement la vérité. C'est ce que je fais toujours maintenant. Mais l'entretien au lycée ne fut que le début. Dans les jours qui suivirent, les attaques se multiplièrent avec une précision chirurgicale. Françoise avait contacté l'assistante sociale du quartier, prétextant s'inquiéter des conditions de vie d'Emma. Elle avait également appelé le médecin de famille, suggérant que Claire pourrait souffrir de dépression post-divorce. Plus pernicieusement encore, elle fit circuler des rumeurs dans leur ancienne paroisse et parmi les commerçants du quartier de Claire. Des insinuations sur les difficultés financières, des questions sur la stabilité émotionnelle de la mère, des suggestions que l'enfant pourrait être en danger. Claire découvrit l'étendue de la campagne quand Madame Petit, sa boulangère habituelle, lui demanda avec gêne si tout allait bien à la maison. Votre belle-mère s'inquiète beaucoup pour la petite. Elle dit que vous traversez une période difficile. Claire comprit que Françoise avait orchestré une véritable guerre psychologique. L'ancienne directrice d'école connaissait parfaitement les rouages administratifs et savait comment semer le doute sans porter d'accusation directe. Le point culminant arriva quand Claire reçut une convocation officielle des services sociaux. Une enquête était ouverte suite à un signalement pour environnement familial préoccupant. Ce soir-là, Emma trouva sa mère en larmes dans la cuisine. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Claire lui tendit la lettre. Emma la lut attentivement, son visage se durcissant à chaque ligne. « Elle veut nous séparer, » murmura l'adolescente. « Elle essaie de prouver que je suis une mauvaise mère, que tu serais mieux ailleurs. » Emma s'assit à côté de sa mère et prit ses mains tremblantes. « Maman, regarde-moi. Tu es la meilleure mère du monde. Tu m'as appris à me respecter, à dire la vérité, à ne jamais accepter l'inacceptable. Si ça, ce n'est pas bien élever un enfant, alors je ne sais pas ce que c'est. » Claire essuya ses larmes, puisant de la force dans la maturité de sa fille. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Emma se leva, déterminée. « On se bat. Avec la vérité. » L'adolescente sortit une feuille de papier et commença à écrire. Ces mots coulaient avec une clarté et une force qui surprirent Claire. « Madame Françoise Moreau, j'ai appris que vous essayez de faire croire que ma mère est dangereuse pour moi. Je tiens à vous dire que c'est faux. Ma mère m'aime, me protège et me respecte. Elle ne m'a jamais manipulée avec de l'argent ou des menaces. Contrairement à vous. Je ne reviendrai chez vous que quand vous présenterez de vraies excuses à ma mère et que vous nous traiterez avec le même respect que les autres. Cette lettre sera envoyée aux services sociaux pour qu'ils connaissent ma version des faits. Emma Moreau, 14 ans. » Claire lut la lettre, impressionnée par la maturité de sa fille. « Tu es sûre que tu veux faire ça? » »« Certaine. Elle utilise le système contre nous. Nous, on va utiliser la vérité. » Le lendemain, Emma envoya effectivement sa lettre aux services sociaux, avec copie à la conseillère d'éducation et au médecin de famille. Elle y joignait également un journal qu'elle tenait depuis Noël, détaillant avec précision les événements et ses sentiments. La réaction ne se fit pas attendre. L'assistante sociale, Madame Martin, appela Claire pour programmer un entretien à domicile. « Madame Moreau, nous avons reçu une lettre très mature de votre fille. C'est inhabituel qu'un enfant de cet âge prenne l'initiative de nous contacter. Emma est exceptionnelle. Elle sait ce qu'elle veut et n'a pas peur de le dire. C'est exactement cette impression que nous donne sa lettre. Nous souhaitons vous rencontrer toutes les deux dans votre environnement habituel. » Quand Madame Martin arriva chez elle 3 jours plus tard, elle découvrit un appartement modeste mais chaleureux, une mère attentive et une adolescente épanouie qui parlait de ses projets avec passion. « Emma,
Peux-tu me parler de ta relation avec ta grand-mère? Elle m'aimait à condition que je me taise et que j'obéisse. Quand j'ai dit ce que je pensais vraiment, elle m'a rejeté. Pour moi, ce n'est pas de l'amour. L'entretien dura 2 heures. À la fin, Madame Martin ferma son dossier avec un sourire. Je vais être claire avec vous. Cet enfant va très bien. Elle est équilibrée, intelligente et aimée. Le signalement sera classé sans suite. Ce soir-là, Emma écrivit dans son journal, « Aujourd'hui, j'ai appris qu'on peut retourner les armes de l'ennemi contre lui. » Grand-maman voulait utiliser la vérité tordue. Nous, on a utilisé la vraie vérité. Et la vraie vérité gagne toujours. Mais dans sa grande maison silencieuse, Françoise Moreau préparait déjà sa prochaine offensive. Emma ne s'attendait pas à ce que son histoire dépasse les murs de sa famille. Tout commença quand Sarah, rongée par la culpabilité depuis des mois, décida de publier un message sur TikTok. Salut tout le monde. Je vais vous raconter l'histoire de ma cousine Emma, qui a eu le courage de dire non à sa grand-mère toxique. La vidéo de 3 minutes, racontant simplement les faits du Noël fatidique, explosa sur les réseaux. En 48 heures, elle cumula 2 millions de vues et des milliers de commentaires bouleversants. Emma découvrit le phénomène quand son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Des centaines de messages privés affluaient de partout dans le monde. Emma, ton histoire m'a donné le courage de dire non à ma famille qui me faisait chanter. Merci. Léa, 16 ans, Marseille. Ma grand-mère aussi utilise l'argent pour nous contrôler. Tu m'as ouvert les yeux. Marco, 15 ans, Rome. J'ai montré ta vidéo à ma psy. Elle dit que tu as fait exactement ce qu'il fallait. Esha, 17 ans, Montréal. L'adolescente était dépassée par l'ampleur des réactions. Elle ne réalisait pas que son geste avait touché un point sensible universel, la manipulation familiale par l'argent et le chantage affectif. Le lycée devint rapidement un microcosme de cette révolution silencieuse. Ses camarades l'abordaient pour partager leurs propres histoires familiales. Julie racontait comment ses grands-parents la comparaient sans cesse à ses cousins plus riches. Kevin expliquait les menaces de déshéritage que brandissait son père à chaque désaccord. Madame Dubois, sa professeure principale, organisa spontanément un débat sur les droits de l'enfant dans la famille. La discussion fut si intense qu'elle déborda sur 2 heures de cours. Emma, peux-tu expliquer comment tu as trouvé le courage de répondre à ta grand-mère, demanda un élève. Je ne cherchais pas le courage. Je cherchais juste la vérité. Et quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de courage, on a juste besoin d'honnêteté. Cette phrase, filmée par un camarade, devint virale à son tour. Mais cette notoriété soudaine eut aussi son revers. Emma commença à recevoir des messages haineux d'adultes qui l'accusaient d'ingratitude et de manipulation. Certains parents interdisaient à leurs enfants de la fréquenter, craignant qu'elle ne les influence mal. Elle monte les enfants contre leur famille, chuchotait quelques mères à la sortie du lycée. Emma encaissa ces attaques avec une maturité qui surprenait ses proches. Elle répondait calmement aux critiques sur les réseaux. Je ne monte personne contre personne. Je dis juste que l'amour ne se marchande pas. Si ça vous dérange, posez-vous peut-être la question de pourquoi. L'histoire prit une dimension inattendue quand Dr. Sophie Laurent, une psychologue spécialisée dans les violences familiales, contacta Claire. Madame Moreau, votre fille a involontairement mis le doigt sur un phénomène très répandu mais peu documenté, la violence économique intrafamiliale. J'aimerais étudier son cas pour mes recherches. Claire accepta, à condition qu'Emma soit d'accord. L'adolescente rencontra la psychologue avec curiosité. Emma, comment définis-tu une famille saine? Une famille où on n'a pas besoin d'acheter l'amour ou de le vendre. Où on vous aime pour qui vous êtes, pas pour ce que vous apportez. Docteur. Laurent griffonnait frénétiquement. Et selon toi, pourquoi ton histoire a-t-elle touché autant de jeunes? Parce que beaucoup d'enfants vivent la même chose. On nous apprend à obéir aux adultes sans poser de questions. Mais parfois, les adultes ont tort. Et les enfants ont le droit de le dire. Ces entretiens débouchèrent sur un article académique qui fit sensation dans les milieux de la psychologie familiale. Emma, sans le vouloir, était devenue le symbole d'une génération qui refusait les héritages toxiques. L'effet le plus surprenant se produisit au sein de sa propre famille élargie.
Thomas, inspiré par l'exemple de sa cousine, confronta finalement Françoise. « Grand-mère, je ne veux plus que tu décides de mes études. Je veux faire de l'art, pas du commerce. Et si tu ne peux pas me soutenir dans mes rêves, alors garde ton argent. » Les jumeaux, maintenant âgés de 13 ans, commencèrent eux aussi à questionner les règles imposées. Ils annoncèrent qu'ils arrêtaient le tennis pour faire du skateboard. Paul, le père de Sarah, prit enfin position. « Maman, ça suffit. Tu as créé un climat de peur dans cette famille. Soit tu changes, soit nous prenons nos distances. » Sarah elle-même trouva le courage de dire non à sa grand-mère quand celle-ci voulut l'inscrire dans une école privée stricte. « Je reste dans mon lycée public. Mes amis sont là-bas. Et Emma m'a appris qu'on a le droit de choisir sa vie. » Emma regardait sa famille se transformer avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle avait voulu simplement défendre sa dignité. Elle n'avait pas prévu de déclencher une révolution familiale. Le soir, elle écrivait dans son journal, « Aujourd'hui, j'ai compris quelque chose d'important. Parfois, un petit geste peut changer le monde. Pas le monde entier, mais le monde des gens autour de nous. Et c'est peut-être ça, la vraie révolution, aider les autres à trouver leur propre courage. » Mais dans sa grande maison désormais silencieuse, Françoise Moreau mesurait l'étendue de sa défaite. Pour la première fois de sa vie, elle se retrouvait complètement seule, face aux conséquences de ses choix. Et cette solitude allait la mener à une prise de conscience qui changerait tout. Françoise Moreau n'avait jamais connu la solitude. Pendant 71 ans, elle avait régné sur sa famille avec une autorité que personne n'osait contester. Mais ce matin de mai, assise dans son salon vide, elle mesurait enfin l'étendue de sa défaite. Les dimanches familiaux avaient disparu. Paul ne venait plus depuis 3 mois, excédé par ses tentatives de manipulation. Sarah refusait ses appels, soutenue par ses parents qui découvraient enfin les méthodes de chantage de leur mère. Thomas avait carrément changé de numéro après qu'elle ait menacé de le déshériter pour ses choix d'études artistiques. Même les jumeaux, autrefois si dociles, lui avaient ri au nez quand elle avait voulu les inscrire dans un cours de piano supplémentaire. « Non merci, grand-maman. Emma nous a appris qu'on pouvait dire non », avait déclaré Lucas avec un sourire innocent mais ferme. L'entreprise familiale périclitait. Sans la cohésion familiale qui en faisait la force, les associés se disputaient, les clients partaient vers la concurrence. Françoise, qui avait passé sa vie à construire un empire basé sur le contrôle, voyait tout s'effondrer. Mais le coup de grâce arriva un mardi matin sous la forme d'une lettre recommandée. L'avocat de la famille, Maître Durand, lui annonçait qu'il ne pouvait plus la représenter. « Madame Moreau, après mûre réflexion, je ne peux cautionner vos méthodes. Utiliser le système judiciaire pour des vengeances personnelles va à l'encontre de mes valeurs professionnelles. » Ce soir-là, seule dans sa grande maison silencieuse, Françoise sentit quelque chose se briser en elle. Elle qui avait toujours eu réponse à tout, qui avait toujours su comment manipuler les situations à son avantage, se retrouvait démunie. Elle monta dans sa chambre et s'effondra sur son lit, terrassée par une crise cardiaque qui la conduisit à l'hôpital en urgence. L'infarctus fut heureusement léger, mais il lui laissa le temps de réfléchir dans sa chambre d'hôpital. Pour la première fois depuis des décennies, Françoise était obligée de s'arrêter, de faire silence, de regarder sa vie en face. Les heures s'écoulaient lentement. Aucun visiteur. Aucun appel. L'infirmière de garde, Madame Lopez, était la seule compagnie de cette femme qui avait régné sur tant de vies. « Vous n'avez personne pour vous tenir compagnie ?» demanda gentiment l'infirmière. « J'ai une famille nombreuse » répondit Françoise d'une voix faible. « Mais je les ai perdus. »« À cause de la maladie ? » ?»« Non. À cause de moi. » C'était la première fois que Françoise reconnaissait sa responsabilité dans l'éloignement de sa famille. Le 3e jour d'hospitalisation, une infirmière lui apporta une enveloppe colorée. Quelqu'un a laissé ça pour vous à l'accueil. Françoise reconnut immédiatement l'écriture d'Emma. Ses mains tremblèrent en ouvrant la carte faite main, décorée de petits cœurs et de fleurs. « Madame Françoise, j'ai appris que vous étiez malade. Malgré tout ce qui s'est passé, je ne vous souhaite pas de mal. J'espère que vous allez vous rétablir. Peut-être qu'un jour nous pourrons nous parler autrement. Je pense à vous. Emma. » Les larmes coulèrent sur les joues de Françoise.
Cet enfant qu'elle avait humilié, rejeté, attaqué par tous les moyens possibles, lui envoyait un message de compassion. Aucun reproche, aucune rancune, juste une gentillesse pure et désintéressée. Cette nuit-là, dans l'obscurité de sa chambre d'hôpital, Françoise fit face à 71 ans de comportement toxique. Elle revit tous les moments où elle avait choisi le contrôle plutôt que l'amour, la peur plutôt que la confiance, l'orgueil plutôt que l'humilité. Elle comprit que cette adolescente de 14 ans possédait une grandeur d'âme qu'elle n'avait jamais su développer. Emma avait appris à pardonner sans oublier, à aimer sans condition, à rester digne dans l'adversité. Le lendemain matin, Françoise demanda à l'infirmière de lui apporter du papier et un stylo. « Ma chère Emma, écrivit-elle d'une main tremblante, ta carte m'a bouleversée. Tu as raison, nous devons apprendre à nous parler autrement. Quand je sortirai d'ici, j'aimerais te rencontrer. Pas comme ta grand-mère qui sait tout, mais comme une femme qui a beaucoup à apprendre. Je te demande pardon. Françoise. » Quand Dr Moreau vint lui annoncer sa sortie, Françoise prit une décision qui la surprit elle-même. « Docteur, connaissez-vous un bon psychologue ? Je crois que j'ai besoin d'aide pour comprendre pourquoi j'ai fait tant de mal à ceux que j'aimais. » Le médecin sourit, touché par cette soudaine humilité. « Je vais vous donner quelques contacts. Il n'est jamais trop tard pour changer, Madame Moreau. » En quittant l'hôpital, Françoise regarda sa grande maison vide d'un œil nouveau. Elle avait construit un palais, mais y avait vécu comme une prisonnière de ses propres peurs. Pour la première fois de sa vie, elle était prête à apprendre plutôt qu'à enseigner, à écouter plutôt qu'à commander, à aimer plutôt qu'à posséder. Emma, sans le savoir, venait de réussir l'impossible, transformer le cœur de celle qui semblait irrécupérable. La vraie révolution ne faisait que commencer. 2 ans et demi s'étaient écoulés depuis ce Noël qui avait tout changé. Emma, maintenant âgée de 16 ans et demi, avait grandi bien au-delà de son âge. Son histoire avait inspiré des milliers d'adolescents à travers le monde, et elle recevait encore régulièrement des messages de jeunes qui avaient trouvé le courage de dire non aux manipulations familiales. Ce matin d'octobre, en se rendant au lycée, elle reçut un appel inattendu de l'oncle Paul. « Emma, ta grand-mère souhaiterait te rencontrer. Elle a beaucoup changé depuis sa maladie. Elle suit une thérapie depuis plus d'1 an et elle voudrait présenter de vraies excuses. » Emma sentit son cœur s'accélérer. Elle avait reçu 3 lettres de Françoise au cours de l'année précédente, chacune plus humble que la précédente. Mais elle n'était pas encore prête à franchir le pas. « Je vais en parler avec maman. » Claire, qui avait elle aussi énormément évolué, accueillit la demande avec sérénité. « C'est ton choix, ma chérie. Tu as le droit de dire oui, comme tu as le droit de dire non. » Emma réfléchit pendant plusieurs jours. Finalement, elle accepta, mais à ses conditions. La rencontre aurait lieu dans un café neutre, Claire serait présente, et aucun cadeau ou promesse d'argent ne devait être évoqué. Le café choisi était simple et chaleureux, loin de l'opulence habituelle des lieux de rencontres familiaux. Quand Françoise arriva, Emma eut du mal à reconnaître sa grand-mère. À 73 ans, la femme altière et dominatrice avait laissé place à une personne vieillie, amaigrie, mais dont les yeux exprimaient une humilité nouvelle. Françoise s'assit face à Emma et Claire, ses mains tremblantes posées sur la table. « Emma, Claire, merci d'avoir accepté de me voir. » Sa voix était différente, plus douce, dépouillée de cette autorité cassante qui la caractérisait autrefois. « Je ne sais pas par où commencer, » avoua-t-elle. « J'ai passé 1 an et demi en thérapie à comprendre ce que j'avais fait. À vous, à toute la famille. » Emma l'observait attentivement, cherchant dans ses yeux la sincérité ou la manipulation. Mais elle ne trouvait que de la tristesse et du regret authentique. « Emma, » continua Françoise, « tu avais raison. Tout ce que tu as dit ce soir de Noël était vrai. J'ai confondu amour et possession, autorité et tyrannie. J'ai utilisé l'argent comme une arme pour contrôler ceux que j'aimais. » Elle marqua une pause, luttant contre l'émotion. « À 14 ans, tu avais plus de sagesse que moi à 73 ans. Tu m'as tenu un miroir que j'ai mis 2 ans à avoir le courage de regarder. » Emma sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, mais elle restait prudente. « Qu'est-ce qui a vraiment changé, Françoise ?» Le prénom, au lieu de « grand-maman », marquait la distance qu'Emma maintenait encore. « Tout. J'ai vendu la grande maison.
J'ai distribué une partie de ma fortune aux œuvres caritatives. J'ai appris à vivre simplement, sans avoir besoin de dominer personne. Françoise sortit de son sac une photo récente. Je fais du bénévolat dans une maison de retraite. J'aide des personnes âgées isolées. Ironie du sort, j'ai fini par comprendre ce qu'était vraiment la solitude. Claire, qui était restée silencieuse, prit la parole. Maman, nous avons souffert. Emma a été humiliée publiquement. Vous nous avez attaqués par tous les moyens. Je sais, répondit Françoise, les larmes aux yeux. Et je ne demande pas votre pardon pour racheter ma conscience. Je le demande parce que j'ai enfin compris que l'amour ne se commande pas, il se mérite. Emma étudia le visage de sa grand-mère. Cette femme brisée n'avait plus rien de l'attirant domestique d'autrefois. Françoise, dit-elle lentement, je vous pardonne. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que la rancune me ferait du mal à moi. Françoise ferma les yeux, submergée par l'émotion. Mais, continua Emma avec fermeté, le pardon ne signifie pas l'oubli. Si vous voulez une place dans ma vie, il faudra la mériter chaque jour. Que faudrait-il que je fasse? Respectez ma mère autant que vous me respectez. Traitez tous vos petits-enfants avec égalité. Et ne plus jamais utiliser l'argent pour manipuler qui que ce soit. Françoise hocha la tête avec gravité. J'accepte toutes vos conditions. Et si un jour je faillis, n'hésitez pas à me le dire. J'ai appris à écouter la vérité, même quand elle fait mal. La rencontre se termina sur une note d'espoir prudent. Emma avait accepté de redonner une chance à sa grand-mère, mais cette chance devrait être méritée jour après jour. Un an plus tard, lors du Noël suivant, une scène touchante se déroula dans le petit appartement de Claire. Françoise était présente, mais comme invitée, pas comme matriarche. Elle avait apporté un cadeau fait main, un album photo retraçant l'histoire de leur famille, avec une lettre manuscrite reconnaissant ses erreurs et exprimant sa gratitude pour cette seconde chance. Emma lui offrit en retour un dessin qu'elle avait réalisé, un arbre généalogique où les branches ne subissaient plus leurs liens, mais se choisissaient mutuellement, reliées par l'amour authentique plutôt que par l'obligation. J'ai appris quelque chose d'important, dit Emma en regardant sa grand-mère. Il faut parfois casser les chaînes du passé pour construire l'avenir. Et que même les grands-mères peuvent grandir, si elles le veulent vraiment. Françoise sourit à travers ses larmes. Tu m'as sauvée, Emma. Cette petite fille courageuse qui a osé dire non à l'injustice m'a sauvée de moi-même. Cette soirée-là, en écrivant dans son journal devenu légendaire sur les réseaux sociaux, Emma conclut son histoire par ces mots. Aujourd'hui, j'ai compris que la vraie révolution n'est pas de détruire les liens familiaux, mais de les reconstruire sur des bases saines. Que le courage d'un enfant peut réveiller la conscience d'un adulte. Et que l'amour véritable est celui qui se gagne, se mérite et se choisit chaque jour. L'histoire d'Emma continua d'inspirer des milliers de jeunes à travers le monde, leur rappelant qu'ils ont le droit de dire non à l'inacceptable, et que parfois, tenir tête aux adultes, c'est les aider à devenir meilleurs. Dans cette famille recomposée par l'amour authentique plutôt que par l'obligation, Emma avait prouvé qu'une adolescente courageuse peut changer le monde. Pas le monde entier, mais le monde de ceux qui l'entourent. Et c'était peut-être ça, finalement, la plus belle des révolutions.